Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la structure du matériel génétique et à son organisation, principalement dans les cellules eucaryotes. Voyons tout d'abord le plan de cette partie du cours. Après avoir décrit les principaux éléments de structure des acides nucléiques que sont les molécules d'acide désoxyribonucléique ou ADN et d'acide ribonucléique ou ARN, nous nous attarderons sur quelques-unes des propriétés physico-chimiques de ces macromolécules, dont l'utilisation est à la base de l'essor de la biologie moléculaire moderne. Nous verrons ensuite rapidement comment ce matériel génétique est synthétisé avant de nous intéresser d'une part au conditionnement du matériel génétique dans les cellules et d'autre part à son organisation au niveau de l'information génétique. Bien que d'un abord ingrat, la connaissance des éléments structuraux des acides nucléiques est essentielle si l'on souhaite comprendre les mécanismes qui permettent une reproduction conforme des cellules, par exemple, ou bien si l'on souhaite comprendre les mécanismes moléculaires à l'origine des maladies, ou si l'on souhaite également explorer le mode d'action de certains médicaments ou de certains toxiques, ou encore pour développer les méthodes de génie génétique à des fins de recherche ou d'application médicale. La description la plus simple que l'on puisse faire de la molécule d'ADN, au plan chimique, serait celle figurant sur cette planche, à savoir que l'ADN est un polymère linéaire de désoxyribonucléotides reliés entre eux par des liaisons phosphodiester. Appliquons-nous à définir chaque terme de cette proposition. Polymère linéaire, c'est un enchaînement de motifs élémentaires, unidirectionnels, donc associés les uns aux autres sans branchement. Polymère de désoxyribonucléotides. Je vous rappelle qu'ainsi qu'il vous a été décrit dans les parties de cours précédentes, qu'un nucléotide comporte trois parties, une base, un sucre et un groupe phosphate. Enfin, nous parlons de liaison phosphodiester. Servons-nous maintenant de nos connaissances de chimie qui nous disent qu'une liaison ester est une liaison survenant entre un groupe hydroxyle qui provient ici du pentose, et un groupe acide au niveau des acides du groupement phosphorique. Les bases qui constituent l'ADN sont au nombre de 4. Adénine, guanine, cytosine ou thymine, que l'on désigne très souvent par la première lettre A, G, C ou T. Ces bases sont regroupées en deux familles. La famille dite des bases puriques, l'adénine et la guanine, puisque le noyau chimique qui les constitue est un noyau purique, et la famille des bases pyrimidiques, cytosine et thymine. Dans chacune de ces deux familles, la position relative des différents atomes qui constituent donc les deux cycles, puriques d'une part et pyrimidiques de l'autre côté, sont figurés par des petites nomenclatures, donc sous forme de numéros, 1, 2, 3, 4, etc. La partie glucidique est formée d'un sucre à 5 atomes de carbone, c'est-à-dire un pentose, qui, pour ce qui concerne l'ADN, est donc le désoxyribose. Désoxy, puisqu'effectivement nous pouvons voir l'absence d'une fonction hydroxyle portée par le carbone en position 2'. Au passage, nous voyons donc le positionnement des différents atomes, exprimé ici aussi par une suite de chiffres, 1, 2, 3, 4, s'accompagne d'une petite nomenclature supplémentaire, un prime, qui permet de distinguer le positionnement soit sur le ribose, soit sur la base. Enfin, la dernière partie de ce désoxynucléotide est celle formée par le groupe phosphate. Groupe phosphate qui vous ont déjà été évoqués dans la partie de cours sur les nucléotides. Et nous pouvons voir donc qu'il existe différents types de groupes phosphate, monophosphate, diphosphate, triphosphate. Voyons maintenant un certain nombre
d'éléments de nomenclature et de terminologie afin que, lorsque nous parlerons de ces molécules dans la suite du cours, nous puissions nous référer à telle ou telle structure. Je vous rappelle tout d'abord qu'un nucléotide est formé d'une association entre une partie base, un sucre qui est le pentose, et un groupement phosphate. Ce groupement phosphate pouvant être mono, di ou triphosphate. En l'occurrence, nous voyons ici sur ce dessin que nous avons affaire à un nucléotide triphosphate, une D-adénosine triphosphate. La première liaison entre le ribose, l'hydroxyle du ribose en position 5' et le groupement phosphate est une liaison ester dont nous reparlerons un peu plus tard. Lorsque seuls la base et le pentose sont présents, on parle de nucléoside et dans le cas présent ici, dans cet exemple, nous voyons que nous avons affaire à une désoxyadénosine, c'est-à-dire la liaison entre le désoxyribose et la base adénine. Cette liaison se faisant par une liaison particulière de type N-bêta-osidique, liaison qui vous a aussi également été évoquée dans le cours sur les glucides. Ceci a donné donc lieu à plusieurs dénominations en fonction de la base, en fonction de si l'on considère le nucléoside ou si l'on considère le nucléotide. Et par exemple, l'adénine peut donc être sous forme adénine, appelée adénine lorsque l'on parle de la base, symbolisée par la lettre A. Lors associée au désoxyribose, on parlera de D-adénosine ou désoxyadénosine. Et associée à un groupement phosphate, on pourra parler éventuellement de désoxyadénosine monophosphate, désoxyadénosine diphosphate, il y a deux groupements phosphates, ou désoxyadénosine triphosphate, DATP, s'il y a 3 phosphates. Bien sûr, on peut appliquer cette règle pour les différents nucléotides. Afin de faciliter la tâche d'écriture, pour les biologistes moléculaires, un consensus au niveau international concernant la symbolique de représentation des différents nucléotides dans les séquences qui seront affichées ou publiées a été donc élaboré. C'est ce que l'on appelle donc les codes IUB pour International Union of Biochemistry. Et vous avez donc ici une représentation. Alors bien évidemment, ceci vous permet simplement de voir que le A, T, G, C vont bien sûr correspondre à guanine, adénine, thymine, cytosine, mais que par exemple, si l'on voulait référer à une base purine, G ou A, eh bien au lieu d'écrire G ou A, on va écrire R. Donc ceci, si vous voyez, c'est effectivement simplement pour faciliter la lecture. Bien évidemment, ce tableau est simplement donné à titre d'exemple. La synthèse du brin d'ADN, nous le verrons, se fait de manière unidirectionnelle en partant de son extrémité 5' vers l'extrémité 3'. En effet, nous voyons qu'à l'extrémité 3' du brin d'ADN en extension, représenté ici en noir, nous avons un hydroxyle libre. Et c'est au niveau de cet hydroxyle que pourra se faire l'addition du nucléotide suivant. Par le jeu de la complémentarité, nous voyons que une molécule de GTP, de déoxy-GTP, va venir se positionner en face de la cytosine du brin complémentaire, et nous allons avoir une proximité entre le premier phosphate de cette chaîne triphosphate, appelé phosphate alpha, et l'hydroxyle porté en 3' par le simple brin d'ADN en cours d'extension. Il y aura ensuite une réaction de déplacement chimique entre cette fonction hydroxyle et ce phosphate alpha, suivie d'une libération d'une molécule de pyrophosphate, c'est-à-dire des 2 phosphates bêta et gamma de cette molécule de triphosphate, et vous voyez donc que nous aboutissons à un double brin d'ADN dont l'un des brins aura bien sûr été étendu de 1 nucléotide. Nous avons donc là fait l'étape N+1. Rappelez-vous que le phosphate en position alpha était relié au ribose en position 5', nous avions vu, par une liaison ester. Or, cette réaction de condensation à laquelle nous venons d'assister
a créé une deuxième liaison ester entre l'hydroxyle en 3' du nucléotide qui était positionné dans la molécule d'ADN et ce nouveau groupement phosphate alpha. Nous avons donc bien formation de deux liaisons ester de part et d'autre du phosphore, ce qui correspond donc à cette dénomination de liaison phosphodiester. L'ADN est une double hélice formée de deux brins. Voyons maintenant un certain nombre de propriétés qui découlent de cette simple propriété. La première propriété est l'observation de la polarité 5'3'. Nous avons vu en effet, dans les diapositives précédentes, qu'une chaîne d'ADN va donc s'étendre de son 5', son extrémité phosphate 5', vers son extrémité 3' hydroxyle. Cette polarité va définir également la séquence de la molécule d'ADN lorsque l'on voudra la représenter sous une forme de succession de lettres par consensus. Lorsque l'on écrit une séquence, par exemple, de type ACGT, cela signifie que le 5' est au niveau du A et que le 3', bien sûr, sera au niveau du T. Ceci est une règle d'écriture qui permet, même si l'on oublie de mettre 5' avant la séquence, de savoir que l'on commence effectivement par l'extrémité 5' du brin. On vient de dire donc que cet ADN est sous forme de double brin. Et lorsque l'on regarde la polarité des deux brins qui se font face à face dans la double hélice, on constate que cette polarité est inverse, c'est-à-dire que l'on a affaire à ce que l'on appelle à deux brins antiparallèles. Un élément fondamental dans la construction de la molécule d'ADN double brin est celle de la complémentarité qui existe entre les différentes bases. En effet, lorsque sur un des brins on trouvera une adénine, sur l'autre brin lui faisant face, on trouvera obligatoirement et uniquement une thymine, un T. Lorsque l'on trouvera une cytosine sur un des brins, en face lui fera face donc une guanine. Et ceci d'une manière absolument rigoureuse. Nous verrons que cette complémentarité est à la base même des mécanismes de réplication et de transcription. Au passage, nous voyons que cette association A d'un côté, T de l'autre, C d'un côté, G de l'autre, forme ce que l'on appelle des paires, et l'on aura coutume effectivement de désigner ces associations dans l'ADN sous forme de paires de bases ou en abrégé petit p, petit b. Ces bases sont associées entre elles par des liaisons, en particulier des liaisons hydrogènes. Le nombre de ces liaisons hydrogènes va varier suivant chacune des paires de bases. En effet, si l'on considère le nombre de liaisons hydrogènes entre la base adénine et la base thymine, il y aura deux liaisons hydrogènes formées, alors que si l'on considère les liaisons hydrogènes entre la base cytosine et la base guanine, il y en aura trois. Cette propriété aura des conséquences importantes pour la stabilité du double brin d'ADN, puisque l'on conçoit aisément que plus le nombre de doubles liaisons associant les deux simples brins sera important, plus la stabilité de la molécule double brin sera importante. En clair, cela veut dire que les séquences riches en C et en G seront a priori plus stables que les séquences riches en A et en T. À côté des liaisons hydrogènes qui constituent l'essentiel des forces qui associent les deux simples brins dans la molécule d'ADN, il existe cependant d'autres forces physico-chimiques qui peuvent intervenir, telles que des liaisons hydrophobes, des liaisons de Van der Waals ou des liaisons d'association avec des cations, mais nous n'entrerons pas dans le détail de ces différentes liaisons. La composition relative dans les différents types de bases, A, T, G ou C, a donné lieu à ce que l'on appelle la constante d'espèce, qui représente le rapport du nombre de bases A et du nombre de bases T sur le nombre de bases G
et nombre de bases C. Ce rapport est en fait une représentation des différentes espèces. Ainsi, par exemple, on s'aperçoit que dans le monde des prokaryotes, dans le monde des bactéries, on a des séquences beaucoup plus riches en G et en C, par exemple, que dans le monde des parasites qui seront plus riches en A et T. On aura donc une variation de cette constante d'espèce qui peut être un élément, éventuellement, de différenciation entre les génomes. Les molécules qui forment le double brin d'ADN ne sont pas des molécules planes. Et l'ADN aura donc une structure tridimensionnelle, la plus célèbre étant bien sûr la structure en double hélice proposée par James Watson et Francis Crick en 1953. Le premier niveau de conformation dans l'espace est celui des désoxynucléotides constitutifs de l'ADN. Ceux-ci peuvent être rencontrés sous deux formes. Une forme appelée syn, dans laquelle la base est repliée au-dessus du noyau désoxyribose, et une forme dite anti, dans laquelle cette base est rejetée vers l'extérieur de la molécule. Dans l'ADN et l'ARN, la majorité des bases sont dans une conformation anti, à l'exception des nucléotides guanylés, qui adoptent majoritairement la position syn. La structure tridimensionnelle des nucléotides, constitutive de l'ADN, va conduire à une organisation spatiale en double hélice, dans laquelle les bases sont disposées à l'intérieur, tandis que l'enchaînement des groupes phosphate et désoxyribose forme la couronne extérieure de la double hélice. Cette importance de la conformation de la double hélice peut être illustrée par l'effet de certaines molécules qui ont été utilisées à des fins thérapeutiques. Ainsi, le cisplatine, molécule utilisée dans le traitement de certains cancers, inhibe la réplication de l'ADN des cellules tumorales en modifiant la structure de la double hélice, c'est-à-dire en perturbant l'organisation spatiale de cette double hélice et empêchant ainsi son interaction avec des protéines importantes pour sa réplication par exemple. L'ADN a été retrouvé sous trois formes appelées respectivement ADN-B, ADN-A et ADN-Z. L'ADN-B est celui qui est généralement observé dans les cellules. Cet ADN correspond à une double hélice dont le pas de l'hélice, c'est-à-dire le sens de rotation, est vers la droite. Cet enroulement de l'ADN se traduit par la formation de sillons dans la couronne extérieure, sillons de tailles différentes, avec une alternance régulière, petit sillon, grand sillon, petit sillon, grand sillon. La présence de ces sillons est un élément essentiel de l'expression du message génétique, car nous verrons un peu plus loin, dans ce cours, que ces sillons sont reconnus par un certain nombre de protéines régulatrices de l'expression des gènes. L'ADN A a lui été décrit dans des conditions physiques particulières. Cet ADN se forme en effet lorsque l'hygrométrie du milieu, c'est-à-dire le taux d'humidité, est inférieur à 70-75%. Ce que l'on observe alors est une sorte d'épaississement de la double hélice, dont le diamètre augmente, et un effacement de la structure des sillons. Cet ADN A est retrouvé en particulier dans les spores végétales. L'ADN Z correspond à un ADN dont la double hélice est à pas gauche, c'est-à-dire inverse de celui de l'ADN B. Ce changement de sens dans la rotation de la double hélice se traduit par une double hélice dont le diamètre diminue et surtout par la disparition des petits et des grands sillons. Cette structure particulière
empêche d'une part l'interaction de l'ADN Z avec certaines protéines de régulation et empêche également la formation de nucléosomes dont nous parlerons un peu plus loin et dont nous verrons toute l'importance pour le conditionnement de l'ADN cellulaire. Dans le monde vivant, la molécule d'ADN peut être présente soit sous une forme circulaire, dans laquelle il n'y a pas d'extrémité libre, soit sous une forme linéaire, possédant à chaque extrémité une fonction hydroxyle 3' et un groupe phosphate 5' sur chacun des deux simples brins. Par ailleurs, à côté de l'enroulement que nous avons déjà évoqué des deux simples brins pour former une double hélice, la molécule d'ADN peut être l'objet d'enroulements supplémentaires. Les différents clichés de microscopie électronique présentés sur cette planche montrent, en effet, différents états de surenroulement d'un ADN double brin circulaire bactérien, passant d'un état relâché à un état condensé surenroulé, en suivant les clichés de gauche à droite. On peut voir que cet ADN circulaire, à la manière d'un bracelet élastique que l'on ferait tourner sur lui-même, peut ainsi adopter une structure beaucoup plus compacte à la suite de formation de ce que l'on appelle des supertours. La formation de supertours n'est pas réservée aux seuls ADN circulaires. En effet, comme le montre ce petit schéma, il suffirait par exemple que l'on essaie de séparer les deux brins de la double hélice en partant d'une extrémité et tout en maintenant l'autre extrémité de manière ferme pour entraîner éventuellement la formation de supertours. Ce type de situation est retrouvé in vivo, c'est-à-dire dans les organismes vivants. Nous verrons ainsi dans les prochains chapitres que la réplication ou la transcription de la molécule d'ADN s'accompagne d'un phénomène transitoire de séparation des deux simples brins. Imaginons par exemple le déplacement d'une protéine chargée de séparer les deux brins de la molécule d'ADN. Ce déplacement va entraîner la formation de supertours, dits positifs, en avant du déplacement, et de supertours dits négatifs à l'arrière du déplacement, en fonction du sens de rotation des supertours. La formation de ces super-enroulements impose des contraintes à la double hélice, contraintes pouvant modifier dans certains cas le comportement des protéines associées. Par exemple, certains enzymes ou certaines protéines ne pourront plus se fixer sur une double hélice surenroulée. Dans les molécules d'ADN circulaire, le degré de surenroulement est estimé par le nombre d'enlacements qui représente le nombre de fois qu'un brin d'ADN s'enroule vers la droite autour de l'axe de l'hélice lorsque cet axe est maintenu dans un plan. La formation ou l'élimination de ces supertours peuvent nécessiter l'intervention d'enzymes spécifiques capables de couper l'un des deux brins ou les deux brins de la molécule d'ADN. Les topoisomérases de type 1 relâchent par exemple les structures surenroulées négativement en coupant un seul des deux brins. Après fixation sur la molécule double brin, la topoisomérase clive un brin grâce à un résidu tyrosine de l'enzyme qui attaque un des phosphates du brin d'ADN. Il y a ensuite une rotation autour de l'axe du double brin avant que l'enzyme ne réalise la ligation des deux extrémités coupées pour conduire un double brin dans lequel un tour a été éliminé. Les topoisomérases de type 2 peuvent introduire des sur-pair-enroulements négatifs en coupant les deux simples brins. Dans cette situation, la coupure du double brin, l'introduction du supertour et le raboutage final nécessitent de l'énergie et l'activité de la topoisomérase de type 2 sera couplée nécessairement à l'hydrolyse de molécules d'ATP. L'importance de ces topoisomérases dans les mécanismes de déroulement de la molécule d'ADN en a fait des cibles
privilégié pour les molécules thérapeutiques à propriétés antitumorales, telles que les toposides ou les podophylotoxines par exemple, ou bien des molécules à propriétés antibiotiques telles que l'acide nalidixique ou la ciprofloxacine. Dans les deux situations, ce que l'on cherche à faire, bien évidemment, c'est de perturber la réplication soit de la cellule tumorale, soit de la bactérie, et cette perturbation va être réalisée en empêchant le bon déroulement des opérations de réplication, en particulier en empêchant donc ce déroulement harmonieux de la molécule d'ADN grâce à l'action des topoisomérases. À côté de la structure d'ADN sous forme d'une double hélice classique, on peut trouver également quelques autres structures dont je vais parler maintenant brièvement. L'ADN peut en effet former des structures secondaires de type ADN cruciforme par appariement partiel entre séquences complémentaires présentes sur un brin, tel que cela vous est indiqué sur cette planche. On a pu également visualiser certaines formes particulières d'ADN sous forme de ce que l'on appelle un triplex, on parle donc d'ADN H, correspondant à un assemblage partiel entre un double brin et un brin supplémentaire. Les liaisons mises en jeu dans la formation de ce triplex sont différentes des liaisons hydrogènes classiques. Ces liaisons sont appelées les liaisons de Hochstein. Enfin, dans certaines situations, on a pu mettre en évidence la formation de ce que l'on appelle de l'ADN tétraplex ou ADNG, c'est-à-dire l'association de 4 simples brins organisés soit de manière parallèle, soit de manière antiparallèle, et formant donc des structures un petit peu particulières. Nous aurons l'occasion de reparler d'une de ces structures tétraplex lors de la réexplication des extrémités télomériques. Après nous être attardés longuement sur la molécule d'ADN, voyons maintenant quelques propriétés d'une autre famille de molécules très importantes en biologie moléculaire, les ARN, c'est-à-dire les acides ribonucléotidiques. Voyons tout d'abord leur structure. Nous avons à nouveau affaire à un polymère linéaire, mais cette fois, ce sont des ribonucléotides qui seront associés dans ce polymère, ribonucléotides liés à nouveau entre eux par des liaisons phosphodiester. Donc, première différence entre l'ADN et l'ARN, la présence d'un sucre différent, d'un ribose, à la place du désoxyribose. Et nous pouvons voir en effet la présence d'un hydroxyle en position 2'. La deuxième différence importante entre ADN et ARN se situe au niveau des bases. En effet, nous allons trouver une nouvelle base, l'uracile, qui appartient à la famille des bases pyrimidiques, et qui va en fait remplacer la thymine présente dans l'ADN. Nous verrons en effet que lors de la transcription, à chaque fois qu'une thymine aurait dû être incorporée, eh bien à la place, nous aurons une molécule d'uracile. Voyons donc maintenant un certain nombre de propriétés spécifiques de la molécule d'ARN. À la différence de la molécule d'ADN, l'ARN ne comportera qu'un seul brin, qui lui aussi sera polarisé, c'est-à-dire aura une orientation allant du 5' vers le 3', avec, nous l'avons vu, la présence de molécules d'uracile à la place de molécules de thymine, et l'enchaînement des nucléotides pour former ce brin d'ARN formeront donc la séquence, c'est-à-dire la structure primaire de la molécule d'ARN. Il peut exister des structures secondaires ou tertiaires au niveau de l'ARN. En effet,
par repliement de séquences au niveau de l'ARN, on peut obtenir des structures telles que celles figurant sur la gauche de ce schéma, où par appariement partiel, on a donc formation d'un appariement d'une séquence appariée formant une tige, et ensuite donc, lorsque cet appariement ne peut plus se faire, on a donc une séparation formant une boucle. Ces motifs peuvent se retrouver dans des molécules d'ARN de très grande taille, telles que par exemple certains ARN ribosomaux, où l'on peut donc avoir des successions de zones appariées formant des petits duplex et de zones non appariées formant des grandes boucles. On a pu voir également que la molécule d'ARN possède une structure tridimensionnelle, c'est-à-dire que lorsque l'on peut obtenir des cristaux, et ceci a été réalisé pour les ARN de transfert, eh bien on s'est aperçu, bien évidemment, que l'on n'avait pas affaire à une structure plane, posée sur une feuille de papier, mais que l'on avait affaire à un objet qui avait donc un certain volume dans l'espace, et qui donc explique également des problèmes de reconnaissance de forme qui vont être exploités par exemple par un certain nombre d'enzymes dans le cas des ARN de transfert. Il peut également y avoir des situations intermédiaires où la molécule d'ARN, le simple brin d'ARN, sera associé à un brin d'ADN pour former un hybride. Cette situation, nous le verrons, se retrouve de manière très commune lors de la transcription, par exemple. Une caractéristique également de la molécule d'ARN est la présence de nombreuses bases modifiées. On va trouver par exemple des molécules de dihydrouracile, de pseudouridine, et pour certains types d'ARN, comme par exemple les ARN de transfert, le pourcentage de bases modifiées peut s'élever jusqu'à des valeurs proches de 30%, c'est-à-dire qu'une base sur 3, pratiquement, sera différente de la base A, U, G, C classique. La présence d'un hydroxyle en position 2' a un certain nombre de conséquences. Par exemple, ceci empêchera la formation de duplex de type hélice B, telle que celle que nous avons vue dans l'ADN de type B. Cet hydroxyle en 2' va également modifier la réactivité chimique de la molécule d'ARN, puisque nous aurons un groupement hydroxyle supplémentaire réactif. Par exemple, la présence de cet hydroxyle en 2' augmentera la sensibilité au traitement alcalin de l'ARN par rapport à l'ADN, c'est-à-dire que la soude permettra d'éliminer beaucoup plus facilement l'ARN que l'ADN. Une caractéristique également de l'ARN par rapport à l'ADN est sa plus grande fragilité vis-à-vis des enzymes biologiques chargées de sa dégradation, c'est-à-dire vis-à-vis des nucléases. En effet, la molécule d'ARN est extrêmement sensible aux différentes RNases, c'est-à-dire nucléases spécifiques de l'ARN, telles que la RNase A ou la RNase H, et il faudra prendre donc des précautions particulières lorsque l'on voudra manipuler les ARN. Enfin, une différence également très importante entre ADN et ARN est la conséquence d'une durée de vie beaucoup plus courte des ARN, et en particulier des ARN messagers. Nous verrons que cette durée de vie variable des ARN peut être utilisée au niveau de la régulation de l'expression du génome. Voyons maintenant les différents types d'ARN que l'on peut retrouver dans la cellule. En effet, à la différence de la molécule d'ADN qui appartient à une seule classe, nous allons voir que l'on peut distinguer plusieurs familles d'ARN en fonction de leurs propriétés fonctionnelles et éventuellement donc de leur stabilité. Les ARN ribosomaux
au nombre de 4 dans nos cellules sont des ARN d'assez grande taille, puisque vous voyez que l'ARN 28S a une taille d'environ 4000 nucléotides. Alors cette dénomination des ARN ribosomaux sous forme de 5, 5,8, 18 et 28S tient au fait que leur première caractérisation a été réalisée sur la base de leur densité et la petite lettre S signifie tout simplement donc que l'on a affaire à des unités Svedberg qui étaient l'unité utilisée pour définir la densité de molécules, en particulier en utilisant donc des techniques de centrifugation ou d'ultracentrifugation. Ces molécules d'ARN ribosomaux vont être extrêmement importantes dans la cellule, puisque ce sont elles qui, associées à des protéines, vont permettre de former les ribosomes, machine indispensable pour la production des protéines dans la cellule. Ces ARN ribosomaux constituent la majeure partie des ARN de la cellule, puisqu'ils représentent environ 80% de la quantité totale d'ARN retrouvée dans une cellule. Une deuxième classe d'ARN est celle des ARN de transfert, appelés également ARNT, qui sont des petits ARN dont la taille va varier entre 70 et 110 nucléotides environ, qui représentent également une population très importante dans la cellule, puisque vous voyez que 15% environ de la quantité totale d'ARN de la cellule est sous forme d'ARN de transfert. Et la fonction de ces ARN de transfert va être d'assurer la liaison entre le message génétique qui sera présent au niveau de l'ARN messager et puis les acides aminés afin de permettre la synthèse des protéines. Les ARN messagers, qui représentent entre 4 et 5% de la quantité totale d'ARN présent dans la cellule, ont un rôle essentiel, puisque ces ARN messagers représentent en réalité l'expression même du message génétique dans une cellule, puisque ces ARN messagers seront transcrits à partir des gènes fonctionnels dans une cellule, afin d'être ensuite traduits sous forme de protéines permettant la vie cellulaire. À la différence des deux familles d'ARN ribosomaux ou d'ARN de transfert, qui avaient donc des tailles relativement délimitées, la famille des ARN messagers est une famille extrêmement hétérogène au plan de la taille, puisque cette taille peut s'échelonner de 100 nucléotides à plus de 20 000 nucléotides pour les plus grands ARN messagers. Alors pourquoi une telle variation? Eh bien, elle est tout simplement le reflet de la variation des gènes. Nous venons de voir effectivement que ces ARN messagers correspondent à la transcription des gènes, donc à chaque gène correspondra un ARN messager d'une taille éventuellement différente. Ces ARN messagers seront traduits au niveau donc de la machinerie ribosomale grâce à leur reconnaissance en particulier par les ARN de transfert. Nous verrons donc cela dans la partie du cours consacrée à la traduction. Enfin, une dernière classe d'ARN qu'il convient d'évoquer est celle des ARN fonctionnels. Ces ARN fonctionnels représentent une toute petite fraction des ARN de la cellule, moins de 1%, mais ils ont une fonction essentielle. Le groupe des ARN fonctionnels rassemble de nombreux ARN de petite taille. On trouve ainsi les ARN SN, SN pour Small Nuclear, sont, comme leur nom l'indique, des ARN de petite taille, 100 à 200 nucléotides, qui, associés à des protéines, formeront des ribonucléoprotéines impliquées dans des fonctions essentielles à la cellule, comme la maturation des ARN messagers par exemple. Les ARN SNO, pour Small Nucleolar ARN, sont des ARN d'une centaine de bases de longueur, localisées au niveau du nucléole des cellules eucaryotes, et ces ARN SNO
sont plus particulièrement impliqués dans la maturation des ARN ribosomaux, donc là aussi, bien sûr, une fonction essentielle à la vie cellulaire. Enfin, une dernière classe d'ARN, les ARN SI pour Small Interfering ou MI pour ARN micro, ont été découverts il y a une dizaine d'années par deux biologistes américains, Craig Mello et Andrew Fire. Ce sont des ARN de petite taille qui peuvent interférer avec les ARN messagers, et nous aurons l'occasion de reparler dans le chapitre consacré aux mécanismes de régulation d'expression des gènes de ces ARN interférents, de ces micro-ARN. Abordons maintenant un certain nombre de propriétés physico-chimiques de ces molécules d'acide nucléique. Considérons tout d'abord la taille et la masse que peuvent avoir ces molécules. Cette taille et cette masse, pour l'ADN, va considérablement varier suivant le type cellulaire auquel on va s'intéresser. Ainsi, comme le montre ce tableau, on peut voir que le génome d'un adénovirus ne comportera que 35 000 paires de bases, alors que le génome humain en comportera plus de 6 milliards. Bien évidemment, cette différence très importante du nombre de bases, de paires de bases formant le génome, se retrouvera au niveau de la masse, et si l'on imaginait qu'avec des micropinces, on soit capable d'étirer la molécule d'ADN dans ces différents types cellulaires, eh bien on s'apercevrait que si l'on étendait le génome de l'adénovirus, on aurait un objet qui ferait 1 micron. Si l'on étendait maintenant le chromosome de la bactérie Escherichia coli, on aura un objet qui ferait 1 millimètre. Et si l'on était capable d'aligner les 46 chromosomes du génome humain, et qu'on les mette bout à bout, on aurait en fait un fil d'ADN de 2 mètres. Donc vous voyez que l'on a affaire à des objets extrêmement variables, en fonction, bien sûr, de la cellule à laquelle on s'intéresse. Pour les ARN, la situation est un peu plus homogène, puisque l'on ne retrouvera pas de différence de taille fondamentale entre les ARN ribosomaux, par exemple bactériens, et les ARN ribosomaux humains, et de la même manière, les ARN messagers bactériens, les ARN messagers humains, par exemple, auront des tailles à peu près comparables. Mais comme nous l'avons vu juste avant, ces tailles peuvent néanmoins s'étendre de 15 à 20 nucléotides, par exemple pour les micro-ARN, jusqu'à quelques milliers de nucléotides pour les plus grands des ARN messagers. Une autre propriété physico-chimique que l'on peut étudier lorsque l'on s'intéresse à ces macromolécules d'acide nucléique est leur densité. Cette densité sera essentiellement fonction de la nature des nucléotides qui composent les molécules étudiées, et elles peuvent donc être relativement variables suivant à la fois la taille et également, bien sûr, la nature des nucléotides composant les macromolécules. Une propriété extrêmement intéressante des molécules d'acide nucléique et qui est journellement utilisée dans les laboratoires pour séparer les molécules d'ADN ou les molécules d'ARN est celle de leur charge. En effet, l'ADN et l'ARN sont des macromolécules chargées négativement en raison des très nombreux groupes phosphates qui les constituent. Placées dans un champ électrique, ces molécules migreront tout naturellement vers le pôle positif, c'est-à-dire vers l'anode, et cette technique donc de séparation des molécules d'acide nucléique est appelée électrophorèse, technique que vous avez déjà dû aborder dans les cours précédents, en particulier pour les protéines.
Les molécules d'ADN et d'ARN sont constituées de bases qui absorbent la lumière ultraviolette à une longueur d'onde d'environ 260 nanomètres. Ainsi, lorsque l'on mesure la variation de l'absorption lumineuse d'une solution aqueuse d'ADN, en fonction de la longueur d'onde de la lumière, et ceci à l'aide d'un spectrophotomètre, on obtient un spectre d'absorption de l'ADN dont la hauteur est directement proportionnelle à la concentration d'ADN dans la solution et qui est centré vers 260 nanomètres. L'utilisation de la loi de Beer-Lambert, qui vous a été présentée en biophysique, permet en effet de relier la densité optique mesurée à la concentration du corps absorbant la lumière, en l'occurrence ici donc à la concentration d'ADN. Par ailleurs, la détermination de ce spectre d'absorption permet de contrôler l'absence de protéines associées à la molécule d'ADN. En effet, la présence de protéines se traduirait par la présence d'un épaulement du spectre vers 280 nanomètres, épaulement résultant de l'absorption à cette longueur d'onde des acides aminés aromatiques tels que la tyrosine, le tryptophane ou la phénylalanine, des éventuelles protéines qui contamineraient donc notre ADN. Le fait que la molécule d'ADN soit formée de deux simples brins complémentaires, associés par des liaisons labiles, est un élément fondamental dans de nombreux processus physiologiques. Le passage de l'état d'ADN double brin à celui de deux ADN simples brins s'appelle la dénaturation. Cette dénaturation peut être obtenue à l'aide de divers traitements physiques ou à l'aide de divers agents chimiques ayant des propriétés chaotropiques. Dès lors que la dénaturation peut être essentiellement assimilée à la rupture des liaisons hydrogènes entre les deux brins, on comprend que cette dénaturation sera dépendante du nombre de liaisons hydrogènes, donc de la taille du double brin, de sa richesse en GC et de la force ionique éventuelle du milieu. Une observation importante a été celle montrant qu'une solution d'ADN sous forme simple brin absorbe plus la lumière à 260 nanomètres comparée à la même quantité d'ADN sous forme double brin. C'est ce que l'on appelle l'effet hyperchrome. Une méthode simple pour dissocier les deux brins de molécules d'ADN consiste à élever la température de la solution d'ADN. Ainsi, si l'on suit la densité optique d'une solution d'ADN double brin en fonction de la température, on constate qu'à partir d'une certaine température, la densité optique augmente, reflétant la dissociation du double brin, jusqu'à atteindre un plateau lorsque la totalité de l'ADN est sous forme simple brin. Le point d'inflexion de la courbe de dissociation correspond à la température pour laquelle 50% de l'ADN est dénaturé, et ce point particulier s'appelle le TM, signifiant melting temperature, c'est-à-dire température de fusion. Le processus de renaturation spontanée, qui survient lorsque l'on laisse la température redescendre de manière graduelle, est plus difficile à quantifier à l'aide d'un seul paramètre, car la cinétique de renaturation dépend de plusieurs paramètres, dont la concentration. En effet, plus il y a de molécules dans la solution, plus la probabilité d'hybridation entre les deux brins sera grande. Elle dépend également du temps pendant lequel on va laisser cette renaturation s'effectuer. Néanmoins, on évalue ce processus à l'aide d'un paramètre appelé COT pour Concentration over Time. Donc ce paramètre définit la capacité de renaturation d'une solution contenant de simples brins d'ADN. Les molécules d'acide nucléique, d'ADN ou d'ARN, peuvent être dégradées à l'aide de réactifs chimiques ou grâce à un certain nombre d'enzymes. Dans le cas des coupures enzymatiques, on utilise le terme général de nucléase
désoxyribonucléase ou ribonucléase, pour désigner ces enzymes capables de dégrader l'ADN ou l'ARN. Les brins d'ADN ou d'ARN peuvent être dégradés soit par leurs extrémités, et on parlera alors d'activité exonucléase, attaquant soit l'extrémité 5', soit l'extrémité 3'. Lorsque la coupure se situera à l'intérieur de la séquence, on parlera alors d'endonucléase. Ces endonucléases pouvant être spécifiques de certaines séquences, ou au contraire être capables de cliver le simple brin d'ADN à toutes les positions. Nous avons vu que la formation des brins d'ADN et d'ARN se faisait grâce à l'incorporation de nucléotides ou de désoxyribonucléotides. Le fait que, d'une part, la quantité d'ADN doivent être doublées lors de la division cellulaire, et que, d'autre part, la durée de vie limitée des ARN suppose un réapprovisionnement constant des ARN messagers, par exemple, indique que la synthèse des nucléotides et des désoxyribonucléotides est un élément majeur du métabolisme des cellules. Dans ce cours, nous n'aborderons pas en détail ce métabolisme des nucléotides qui sera étudié de manière plus approfondie en deuxième année. Je me contenterai simplement d'évoquer les principales voies de production de ces nucléotides. Il existe des voies de synthèse de novo des différents nucléotides puriques et pyrimidiques. Ces voies qui permettent donc la construction des noyaux puriques et pyrimidiques impliquent de nombreuses étapes et sont consommatrices d'une grande quantité d'énergie. C'est pourquoi, bien que la cellule soit donc capable d'en réaliser la synthèse complète, elle privilégiera, dans un premier temps, les mécanismes de recyclage des nucléotides. En effet, les molécules d'ADN et d'ARN qui sont dégradées le sont dans un premier temps sous forme de nucléotides, de nucléosides ou de bases. Ces différentes espèces chimiques sont ainsi constamment recyclées et réintroduites dans le métabolisme de synthèse des nucléotides. De même, si l'on considère la population de nucléotides triphosphate, la cellule produit majoritairement de l'ATP, qui ensuite, par le jeu d'interconversion et d'échange de groupements phosphates, fournira les autres molécules triphosphates telles que GTP ou CTP par exemple. Quel que soit l'organisme, et plus particulièrement chez les eucaryotes, il existe une certaine disproportion entre la taille de l'ADN. Nous avions vu par exemple que dans les cellules humaines, ce fil d'ADN comportant donc l'ensemble des chromosomes pourrait atteindre une longueur de près de 2 mètres. Donc une certaine disproportion entre la taille de l'ADN et celle de l'objet biologique censé le contenir, par exemple le noyau. Il y a donc une nécessité absolue de conditionner le matériel génétique afin qu'il puisse être contenu donc dans les cellules. Chez les virus, la molécule d'ADN ou d'ARN constituant le matériel génétique, qui peut être sous forme double ou simple brin, est généralement donc d'une taille relativement modeste, quelques centaines, voire quelques dizaines, quelques centaines de milliers de nucléotides. Ce matériel génétique est très souvent associé à des protéines, permettant d'une part son conditionnement, son emmagasinage, mais également sa protection. Ces protéines pouvant former par exemple une capside, telle qu'elle vous est illustrée donc sur cette petite photo. Le matériel génétique des bactéries est déjà d'une taille plus importante, puisqu'il est généralement 10 à 20 fois supérieur à celle des virus. Ce matériel génétique est regroupé en un ou plusieurs chromosomes, en général sous forme d'un ADN circulaire, qui est organisé en superhélices permettant la compaction, et associé à des protéines, l'ensemble formant ce que l'on appelle un nucléoïde. À côté de cet ADN organisé en chromosomes, on trouve également, chez les bactéries, des ADN double rebond de petite taille, circulaires,
présents dans un nombre variable de copies et que l'on appelle les plasmides. C'est au niveau de ces plasmides que l'on retrouve, par exemple, bon nombre de gènes de résistance aux antibiotiques. L'organisation de l'ADN des eucaryotes est plus complexe. Elle résulte directement du problème posé, à savoir un mécanisme capable de compacter un fil d'ADN d'environ 2 mètres de longueur pour le faire entrer dans un noyau de quelques microns de diamètre. La réponse développée par les cellules eucaryotes est l'organisation chromatinienne du génome. L'ADN chromosomique est en effet organisé sous forme de chromatine qui vous a été traitée de manière plus approfondie dans le cours de biologie. Rappelons néanmoins quelques points importants. La chromatine correspond à une association entre de l'ADN et des protéines, association dont la masse est constituée pour 1/3 par de l'ADN et pour les 2 autres tiers par des protéines, dont la moitié sont des histones. Chacun des chromosomes correspond en fait à une molécule double brin d'ADN dont la taille pour le plus grand des chromosomes, par exemple, le chromosome numéro 1, est de l'ordre de 260 millions de paires de bases. On distingue 2 types de chromatine en fonction de leur capacité à fixer les colorants. L'euchromatine qui correspond à la chromatine fonctionnelle et l'hétérochromatine qui a une structure plus compacte. L'organisation de la fibre chromatinienne débute par un enroulement de la molécule d'ADN double brin autour d'un complexe protéique, le nucléosome. Cet enroulement, stabilisé par l'histone H1, est appelé fibre 11 nanomètres en raison de son diamètre. Les niveaux d'organisation suivants seront des successions d'enroulements des fibres formées d'ADN et de nucléosomes pour aboutir aux fibres dites de 30, puis de 300 et enfin de 700 nanomètres. Les derniers niveaux de condensation sont atteints lors de la condensation chromosomique, étape indispensable à l'individualisation des chromosomes lors de la mitose et de la méiose. La réalité de cette organisation peut être appréhendée à l'aide de ces 2 clichés de microscopie électronique. Le panneau supérieur présente en effet une fibre 30 nanomètres, tandis que le panneau inférieur représente quant à lui une fibre 11 nanomètres, montrant cet aspect caractéristique en chapelet obtenu par la succession des nucléosomes. Les nucléosomes sont formés par un enroulement de 2 tours d'ADN double brin autour d'un complexe protéique appelé corps, ou en français cœur du nucléosome. Ce cœur protéique est un octamère formé par 4 histones présentant 2 copies. Les histones H2A, H2B, H3 et H4. Une 5e histone, l'histone H1, va servir à stabiliser les 2 tours d'ADN entre les nucléosomes. Les histones appartiennent à une famille de protéines partageant certaines caractéristiques. Les histones sont des protéines de petite taille, leur masse moléculaire s'étageant ainsi entre 11 et 22 000 Dalton et comportant un nombre limité d'acides aminés. Les histones sont des protéines riches en arginine et en lysine, ce qui confère aux histones un caractère basique, c'est-à-dire une charge globalement positive dans les conditions biologiques normales. Cette charge positive va favoriser l'interaction avec la molécule d'ADN qui, je vous le rappelle, est chargée négativement en raison de la présence des nombreux groupements phosphates. Un autre élément notable des histones est la remarquable conservation de leur séquence au cours de l'évolution, que l'on aille des eucaryotes unicellulaires jusqu'aux mammifères supérieurs. Cette conservation est le signe manifeste de l'importance des histones
pour la structuration du matériel génétique. L'étude de la chromatine et des mécanismes impliqués dans la régulation de la structure chromatinienne a montré que les histones étaient le siège d'un nombre très important de modifications post-traductionnelles. Ces modifications, qui incluent des acétylations, des méthylations, des phosphorylations, sont catalysées par une batterie d'enzymes spécifiques. On a pu démontrer l'existence d'une régulation de l'expression de certains gènes par l'état de modification des histones et une véritable notion de code histone a ainsi vu le jour. À côté de l'ADN contenu dans les noyaux des cellules eucaryotes, et qui contient donc chez l'homme, par exemple, 46 chromosomes, il existe un autre ADN présent dans nos cellules. En effet, les mitochondries, donc des petits organites contenus à l'intérieur des cellules, renferment de l'ADN. On estime ainsi le nombre de ces mitochondries entre 100 et 1000 suivant le type cellulaire, et chacune de ces mitochondries peut contenir entre 5 et 10 molécules d'ADN mitochondrial. Cet ADN mitochondrial possède quelques particularités lorsqu'on le compare avec celui du noyau. Tout d'abord, c'est un ADN circulaire, à la différence, bien sûr, de l'ADN chromosomique qui est un ADN linéaire. Par ailleurs, c'est un ADN de petite taille, puisque chez l'homme, l'ADN mitochondrial est composé de moins de 16 000 paires de bases. Son organisation est également différente de celle de l'ADN chromosomique. En effet, on ne trouve pas d'histone au niveau des mitochondries, et l'organisation de l'ADN mitochondrial s'apparente à celui de l'ADN des bactéries, puisque l'on a une organisation en nucléoïdes. Enfin, bien que cet ADN soit de taille modeste, nous avons vu, moins de 16 000 paires de bases, il représente néanmoins 1 à 2% de la masse totale d'ADN de la cellule, tout simplement en raison du nombre de copies très élevé présentes dans chaque cellule. Il existe également, dans les cellules végétales, un autre ADN, en plus de celui présent dans le noyau et celui présent dans les mitochondries, c'est celui présent dans les chloroplastes, donc ces organismes subcellulaires, essentiels au monde végétal. Mais nous n'aborderons pas donc cet ADN chloroplastique. À côté de l'ADN, se trouve également, bien sûr dans nos cellules, de l'ARN. Et ces molécules d'ARN vont elles aussi être conditionnées, d'une certaine manière, à l'intérieur des cellules. Ainsi, les molécules d'ARN messager, d'ARN de transfert, d'ARN ribosomaux, les petits ARN nucléaires par exemple, vont tout d'abord être organisés au niveau de leur structure, en formant par exemple des appariements partiels. Par ailleurs, ces ARN pourront être associés à des protéines, soit dans le cadre par exemple de la formation des ribosomes, soit dans le cadre de la formation des ribonucléoprotéines, trouvées à l'intérieur des noyaux, ayant un certain nombre de fonctions. Par exemple, certaines vont intervenir dans les phénomènes d'épissage, dont nous reparlerons un peu plus tard. Abordons maintenant quelques notions concernant l'organisation du matériel génétique. Chez un organisme vivant, le génome représente le matériel génétique présent dans cet organisme. Chez les organismes disposant d'un matériel génétique provenant pour moitié de l'un des parents et pour moitié de l'autre, on distinguera les notions de génome haploïde et des génomes diploïdes. Ainsi, chez l'homme, le génome diploïde comportera les 46 chromosomes, alors que le génome haploïde comportera 22 chromosomes autosomiques et l'un des deux chromosomes sexuels, le chromosome X ou le chromosome Y. Chez l'homme, chacun des chromosomes que l'on peut représenter de diverses manières, ainsi qu'il est représenté sur cette planche, chaque chromosome correspondra donc à un double brin continu d'ADN
possédant à chacune des extrémités un 3' hydroxyle libre et un phosphate en 5'. La partie terminale des chromosomes porte le nom d'extrémité télomérique ou de télomère. La partie permettant l'accrochage aux fuseaux mitotiques et méiotiques porte le nom de centromère et définit 2 bras de part et d'autre. Le bras le plus long est symbolisé par la lettre Q, le bras le plus court est appelé bras P. L'utilisation de techniques spécifiques de coloration a permis d'individualiser des régions chromosomiques de condensation variable, régions qu'on en appelle des bandes, et par convention, la numérotation des bandes augmente lorsque l'on va du centromère vers le télomère. Les chromosomes autosomiques étant présents en double exemplaire, on définit sous le terme d'allèle une séquence d'ADN présente au même niveau sur chacun des 2 chromosomes. Le positionnement d'un allèle au niveau des chromosomes se fait généralement en utilisant le système de cartographie des bandes élaboré par les techniques de cytogénétique. Ainsi, l'allèle positionné sur ce schéma serait donc en position 1q2.1, c'est-à-dire qu'il se situe sur le bras long du chromosome numéro 1, au niveau de la bande numéro 2 et au niveau de la sous-bande 1 de cette bande numéro 2. Lorsque l'on compare 2 séquences alléliques, c'est-à-dire les séquences de chacun des 2 allèles présents sur chacun des 2 chromosomes d'une paire, il s'avère souvent que cette séquence est identique, ceci étant d'ailleurs particulièrement vrai au niveau des séquences des gènes. Il arrive cependant qu'une variation entre les 2 allèles puisse être mise en évidence. Nous verrons plus loin les causes possibles de ces variations. Si la variation n'est retrouvée que sous 2 formes dans la population, par exemple on ne retrouve au niveau d'une paire de bases que soit GC, soit TA, on dira alors que cette variation est biallélique. S'il existe plus de 2 versions d'un allèle, on parlera de variation polyallélique. Ainsi, dans l'exemple illustré dans cette planche, l'allèle étudié correspond à une région d'ADN formée de répétitions, des motifs CAG par exemple, dont le nombre peut varier d'un individu à l'autre. Il pourra donc y avoir, éventuellement, n allèles différents dans la population, c'est-à-dire n versions de ce nombre de répétitions, étant bien sûr entendu qu'un individu donné ne peut être porteur que de 2 allèles parmi ces n allèles. Si chez les virus et les bactéries, l'essentiel du matériel génétique est formé de gènes, la situation chez les eucaryotes et en particulier les eucaryotes supérieurs est assez différente comme nous le verrons un peu plus loin. La définition du gène a considérablement évolué au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et il est bien difficile à l'heure actuelle d'obtenir une définition du gène recueillant l'assentiment de la totalité des scientifiques. Essayons néanmoins de proposer une définition du gène. Un gène est une unité d'information génétique qui peut être transmise et qui correspond à une séquence d'acides nucléiques susceptible d'être transcrite sous forme d'ARN. L'ADN génomique correspond à la totalité du matériel génétique, c'est-à-dire non seulement à l'ADN formant les gènes, mais également à l'ADN situé en dehors des gènes, dont nous verrons qu'il forme en fait la plus grande part de notre matériel génétique. La densité génique, c'est-à-dire le nombre de gènes présents dans une région donnée de matériel génétique, varie en fonction des espèces et en fonction de la localisation chromosomique. Très élevée chez les prokaryotes et les eucaryotes inférieurs, la densité génique est plus faible chez les mammifères supérieurs. Par ailleurs, on observe par exemple que chez l'homme, les gènes sont peu nombreux au niveau des régions centromériques et ont tendance au contraire à s'accumuler vers les extrémités
subtélomérique. Les gènes ont des tailles très variables. Ainsi, chez l'homme, le gène de l'ARN de transfert de la tyrosine a une taille d'environ 100 paires de bases, alors que le plus grand gène connu, le gène de la dystrophine, s'étend sur plus de 2 millions de paires de bases. Cette variation est en grande partie le reflet de la variation des ARN ou des protéines retrouvées dans les organismes. Chez l'homme, la très grande majorité des gènes sont des gènes dits uniques, c'est-à-dire que chacun des génomes haploïdes des gamètes en contient une seule copie. Ces gènes seront donc présents en 2 exemplaires dans nos cellules. On dit alors que ces gènes existent sous forme de 2 allèles généralement identiques au niveau des parties codantes. Un certain nombre de gènes sont présents en plus d'une copie dans les génomes haploïdes. Ainsi, on trouvera environ 2000 gènes permettant de produire de l'ARN 5S, situé sur le chromosome numéro 1, tandis que les 280 gènes spécifiant les ARN ribosomaux 5,8, 18 et 28S sont répartis en 5 groupes sur des chromosomes différents. Ces gènes multicopies correspondent à des produits d'expression présents en grande quantité dans la cellule, comme le sont les ARN ribosomaux, ou lorsque la cellule doit produire en très grande quantité et en un temps très court, comme cela est le cas pour les histones, dont il faut doubler la quantité durant la phase S du cycle cellulaire. Certains gènes sont parfois regroupés au sein de ce que l'on appelle une famille. Ces gènes spécifient des protéines possédant des propriétés ou des fonctions très voisines. Ainsi, les gènes qui codent pour les protéines de l'hémoglobine aux différents stades du développement, au stade embryonnaire, au stade fœtal ou au stade adulte, sont présents en 2 clusters regroupés sur les chromosomes 11 et 16. À la différence des gènes des bactéries, l'information génétique présente dans les gènes des cellules eucaryotes n'est pas continue. Dans ces cellules, les gènes ont une structure dite en mosaïque, dans laquelle les parties informatives du gène, appelées exons, sont entrecoupées de séquences qui ne se retrouveront pas dans les protéines et que l'on appelle les introns. Le séquençage de tous les gènes a montré que les extrémités des introns comportaient très souvent les 2 mêmes nucléotides. Les 2 nucléotides côté 5' de l'intron forment ce que l'on appelle le site donneur, et les 2 nucléotides côté 3' sont appelés sites accepteurs. Nous verrons lors du cours sur la transcription toute l'importance de ces bornes introniques pour la maturation des ARN. Si un découpage en exons et en introns est rencontré pour la plupart des gènes, le nombre d'exons présents dans un gène est très variable. Et ce nombre n'est pas fonction de la taille du gène ou de la taille de la protéine codée par le gène, ainsi que le montrent les quelques exemples qui sont indiqués sur cette planche. Le nombre de gènes présents dans les différents génomes est généralement le reflet du degré d'évolution des organismes. Ainsi, le nombre moyen des gènes chez les bactéries est d'environ 5 à 6 000, alors que ce nombre oscille entre 20 à 30 000 chez les organismes supérieurs. On a recensé environ 25 000 gènes chez l'homme, contenus dans les quelques 3 milliards de paires de bases du génome haploïde. Cette valeur de 25 000 gènes n'est cependant qu'à peine 4 à 5 fois le nombre des gènes recensés chez les bactéries, qui pourtant possèdent un génome 1000 fois plus petit. Ainsi, à l'aune du génome bactérien, le génome humain devrait contenir plusieurs millions de gènes. Et pourtant, comme je viens de vous le dire, on n'en dénombre que 25 000. On peut donc se poser la question de la nature de cet excédent apparent de matériel génétique au regard du contenu informatif. Un tiers environ des 3 milliards de paires de bases qui composent le génome humain sont retrouvés au niveau de séquences contenant des gènes. Et
Parmi ces séquences, un tiers seulement correspondent à de l'ADN portant une information, que l'on appelle donc de l'ADN codant. Cet ADN sera utilisé pour produire les ARN et les protéines. Vous pouvez donc voir que l'ADN codant ne représente en fait que 10% de la totalité du génome. Les 70% d'ADN non codant situés dans les séquences géniques correspondent aux séquences des introns, aux séquences non traduites 5' et 3', et à un certain nombre de pseudogènes qui sont des séquences géniques généralement partielles et non fonctionnelles. Les 2 tiers de l'ADN, que l'on peut qualifier d'intergéniques, correspondent pour leur majorité à de l'ADN répété, soit sous forme de répétition de dizaines, voire de centaines de motifs disposés en tandem, soit sous forme de répétitions dispersées dans tout le génome. Au final, on considère que près de la moitié du génome humain est formé de répétitions de séquences d'ADN plus ou moins longues. Attardons-nous quelques instants sur ces répétitions d'ADN et passons rapidement en revue les motifs de l'ADN répétés dispersés tout d'abord. Les éléments appelés signes sont des éléments dispersés de séquences nucléaires de petite taille, présents en très grand nombre dans le génome. Leur taille est d'environ 300 paires de bases. Les éléments LIN sont également des éléments nucléaires dispersés, mais leur taille est plus importante puisqu'elle peut représenter jusqu'à 6 à 7 000 paires de bases. On trouve également dans cette catégorie d'ADN répétés dispersés les éléments dits LTR, correspondant à des parties de séquences rétrovirales, et un certain nombre de séquences correspondant à des transposons que nous aurons l'occasion d'évoquer dans le chapitre 4. L'ADN répété en tandem est lui divisé en 3 grandes familles. L'ADN satellite, ainsi dénommé car il formait des fines bandes associées à l'ADN génomique lors des premières préparations d'ADN. Cet ADN satellite correspond à des répétitions de motifs de taille et séquences variables, s'étendant sur des distances de 100 000 à quelques millions de paires de bases, suivant les chromosomes, et localisées au niveau des régions centromériques. En référence à cette première appellation d'ADN satellite, les autres types de répétitions portent le nom de séquences mini-satellites et de séquences microsatellites. Les mini-satellites sont des répétitions de quelques dizaines, voire quelques centaines de séquences de taille assez réduite. Par ailleurs, ces séquences sont concentrées essentiellement au niveau des extrémités télomériques et des régions subtélomériques des chromosomes. Nous verrons que les séquences télomériques, les séquences TEL, par exemple, jouent un rôle essentiel dans la réplication des extrémités chromosomiques, tandis que certaines répétitions subtélomériques, appelées VNTR, pour répétition en tandem de nombres variables, sont utilisées en médecine légale dans le cadre de la détermination des empreintes génétiques. La dernière classe de ces répétitions sont les séquences microsatellites. Les séquences microsatellites sont formées de courts motifs de quelques nucléotides, répétés quelques dizaines de fois, sur une distance de quelques centaines de paires de bases. Entre 50 et 100 000 séquences microsatellites ont été répertoriées dans le génome humain. Le fait que ces séquences soient retrouvées au niveau de pratiquement toutes les régions chromosomiques a permis leur utilisation pour réaliser les premières cartes génétiques du génome humain au début des années 1990.